Bienvenue et merci à vous qui avez cliqué sur cette vidéo. Et oui, c'est déjà la dernière histoire aujourd'hui, en attendant Halloween. Le temps passe vite, mais en même temps, ça signifie que c'est bientôt. Et j'espère que ces petits hors-série vous auront donné matière à vous préparer une bonne soirée. Si vous n'êtes pas allé écouter les 4 premières histoires, pas de panique, il suffit d'aller dans la playlist, sur ma chaîne, vous abonner, vous cliquer, vous liker, vous commenter, vous regarder, vous frissonner. Alors vous le voyez depuis le début, aujourd'hui pour vous raconter l'histoire, je suis en compagnie d'Alma. Alma, c'est mon bébé Bigfoot. Je vous la remontre de près, elle va venir faire sa vedette. J'ai consacré une vidéo à la naissance d'Alma dans ma série Un bébé dans ma nursery. Là en l'occurrence, c'était un bébé Bigfoot. Et vous savez très bien que je ne fais pas les choses par hasard. Je vous ai promis la semaine dernière de vous emmener dans les grands parcs nationaux américains où bien des formes vivantes inconnues sont suspectées d'exister. Alors si vous êtes prêts, je vous propose d'embarquer pour la toute dernière histoire qui cette fois-ci est tirée de la série spin-off des American Horror Stories. C'est l'épisode 6 de la saison 1 qui s'appelle Sauvage. Pour se couper un petit peu du monde moderne et se retrouver dans la nature, Jay et Addie décident d'aller passer quelques jours dans un camping dans le grand parc national du canyon de Kern. Ils ont avec eux leur petit bonhomme qui a à peine ses 3 ans, Jacob, et la petite famille est bien décidée à passer un bon moment, à tel point qu'ils décident même d'aller au-delà du terrain de camping où sont déjà installées d'autres familles. Ils vont pousser un petit peu plus loin et aller s'installer près du lac. Jay veut vraiment que ce séjour soit parfait. Il installe même une magnifique guirlande tout le long de leur tente et leur fait un petit coin de paradis. Leur première nuit à la Belle Étoile est une vraie bénédiction. Ils ressentent vraiment le soulagement d'être là tous les 3 tranquilles au milieu de nulle part. Mais alors qu'Addie va coucher son petit Jacob dans la tente, Jay, resté la tête dans les étoiles, ne remarque pas qu'une silhouette mystérieuse l'observe de derrière un arbre. Dans la nuit, ils iront même jusqu'à entendre quelques cris étranges. Mais ils mettront ça sur le dos d'un animal qu'ils ne connaissent pas. Le lendemain matin, Jay décide d'emmener son fils à la pêche. Pour la première fois, petit bonhomme, il n'a que 3 ans. Alors Jay en fait toute une aventure. Avant de partir, il lui offre la boussole qu'il avait lorsqu'il était scout. Sur le chemin, l'enfant vit sa meilleure vie. Il galope entre les arbres et tout d'un coup, il lui vient l'idée de se cacher derrière. Alors, il se cache derrière un arbre et quand son père arrive, boum! Évidemment, Jay rentre dans le jeu de l'enfant, il fait semblant de le chercher, il fait semblant d'avoir peur et tous les deux s'amusent sur le chemin jusqu'au lac. Restée seule au campement, Addie sort de la tente. Mais son élan est coupé lorsqu'elle voit par terre un étrange alignement de pommes de pin avec à côté une traînée de sang. Intriguée, elle suit la traînée de sang et s'enfonce un peu dans la forêt. Elle ne comprend pas bien ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle est en train de voir. Et brusquement, elle se retrouve face à face avec un cerf égorgé. Mais la particularité, c'est que ce cerf est à sa hauteur. Quelqu'un ou quelque chose l'a déposé dans un arbre. Jacob et son père, eux, continuent leur petit jeu de cache-cache. Une fois de plus, Jacob disparaît derrière un buisson. Sauf que cette fois, pas de saut, pas de boue, pas de rire. Le cœur de Jay s'affole dans sa poitrine. Il appelle son fils. Il cherche de gauche, de droite, il ne voit pas l'enfant. Puis il aperçoit le lac. Son cœur se serre. Il se précipite. Et en courant, il tombe presque nez à nez avec sa femme, qui elle court aussi de son côté, encore sous le coup de l'émotion d'avoir vu ce cerf dans l'arbre. Voilà qu'ils se foncent l'un dans l'autre. Elle lui dit « J'ai vu quelque chose d'horrible » et lui dit « Jacob a disparu ». Et là c'est la panique avec les parents. Ils se mettent à courir partout, à appeler le petit, et rien ne va y faire. Jay et Addie sont bien seuls dans la nature, sans leur fils qui a disparu. Et 10 années vont s'écouler. 10 longues années durant lesquelles le couple n'aura pas tenu. Jay ne se débarrassera jamais de la culpabilité qu'il ressent. Son fils était avec lui. Il était sous sa surveillance. Il l'a perdu. Pendant 10 ans, il n'a eu de cesse, et n'a de cesse encore, de vouloir retrouver son enfant. Ce jour-là, un certain Bob frappe à sa porte. Il se présente comme étant un chasseur et comme ayant des renseignements à lui fournir sur son fils. Ce chasseur aurait installé des caméras de surveillance dans la forêt et l'une d'elles a capté une drôle de photo. On y voit à l'orée d'un sous-bois un jeune garçon qui aurait à peu près l'âge que Jacob devrait avoir aujourd'hui.
Sur le moment, Jay lui dit que ça pourrait être n'importe qui. Mais le chasseur sort son joker. À côté de l'endroit où la photo a été prise, il a retrouvé la boussole. La même boussole que Jay avait donnée à son fils avant leur partie de pêche. Le chasseur explique à Jay que dans la forêt, il y a parfois des cartels de dealers de drogue et que ce n'est pas un lieu sûr, mais qu'il connaît, lui, quelques-uns de ses passeurs qui pourraient peut-être savoir quelque chose au sujet de l'enfant. Il insiste pour que Jay vienne avec lui dans la forêt et qu'ensemble, ils essayent de résoudre tout ça et de retrouver enfin son fils. Jay se rend chez Addie pour essayer de la convaincre de venir avec lui. Mais son ex-femme a bien du mal à accepter la situation. Elle n'a jamais pu tourner la page car Jay n'a jamais lâché l'affaire. Et des Bob, ils en ont vu des dizaines. Des gens qui essayent de profiter de leur peine en les lançant sur des fausses pistes contre quelques dollars. Mais ils nous montrent la boussole et il y a photo. Jamais ils n'ont eu de preuve de quoi que ce soit avant. Ils ne peuvent pas laisser passer cette chance. Alors Addie accepte. Et pour une énième fois, le cœur serré, il retourne au canyon de Kern. Bob les emmène dans la forêt, où à leur insu, des formes étranges semblent parfois les observer. Ils vont arriver à un premier poste d'observation. Stan, le ranger en faction, ne semble pas apprécier les gens comme Bob. Lui aussi, il en a vu des dizaines au cours de sa carrière. Il reconnaît bien sûr les parents de Jacob, car la disparition de l'enfant avait fait grand bruit à l'époque. Et il tente de les mettre en garde. D'autant que c'était son premier poste. Le jour de la disparition de l'enfant, il croit même avoir vu dans les bois quelque chose de grand emporter le petit. Les parents de Jacob sont confus et ils ne savent plus qui croire. Stan insinue que un Bigfoot aurait emmené leur petit. Mais Stan leur dit « c'est vous qui parlez Bigfoot. Je dis juste que quelque chose a emmené votre enfant. » Dans cette ambiance un peu particulière et tendue, Addie se souvient du cerf qu'elle a vu et des cris qu'ils avaient entendus la nuit précédente. Elle commence à douter s'il y avait des créatures ou des êtres dans la forêt qui auraient pu enlever son petit. Et que ce soit des Bigfoot, des créatures ou des trafiquants de drogue, Jay est prêt à tout pour retrouver son fils. Et malgré les avertissements plus ou moins cachés de Stan à l'égard de Bob, le lendemain, il décide de partir, suivre le chasseur, jusqu'à ce fameux campement. En chemin, l'ambiance n'est guère meilleure. Mais bon an mal an, le trio arrive enfin au soi-disant campement des dealers. Mais là, c'est une vision d'horreur qui les attend. C'est un véritable carnage. Tous les gens qui étaient présents dans le campement sont morts, tous recouverts de leur propre sang. Certains sont éviscérés, d'autres sont démembrés. Complètement choqué et désorienté, Bob bafouille, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et Jay est de plus en plus nerveux, il voudrait bien savoir de toute façon pourquoi Bob voulait absolument l'emmener ici. Face à une telle pression, Bob craque, il leur avoue que oui, c'était un guet-apens. Sur la photo, c'est son neveu, la boussole, il l'a achetée chez un brocanteur. Et qu'il devait les amener ici, non pas pour que les gens les renseignent, mais pour que les gens les dépouillent. Ils auraient pris leur carte de crédit, leur téléphone, et puis ensuite, oui, ils les auraient tués, oui bien sûr, et ils auraient fait croire que ces pauvres parents s'étaient à leur tour perdus dans la forêt. En colère, dépité, écœuré, Jay s'avance vers Bob, mais celui-ci dégaine son arme. Et alors qu'il s'apprêtait à tirer sur le malheureux couple, le cadavre à côté de lui se lève d'un bond, lui saute dessus et le prend à la gorge comme un animal sauvage. Dans la panique, Bob tire, et Jay est touché. Et alors que Bob se fait littéralement dévorer, arrivent grognant et grouillant des hommes difformes et vêtus en guenilles. Ils se jettent sur le reste des cadavres pour les dévorer à leur tour. Abandonnant Bob à son triste sort, les parents de Jacob rebroussent chemin dans la forêt et se dépêchent de retourner au poste d'observation le plus rapidement possible. Le couple parvient à regagner le poste d'observation, où Stan va soigner la blessure de Jay, heureusement superficielle. Mais il se montre très inquiet à l'idée que le peuple sauvage ait pu les suivre jusqu'ici. Jay et Addie sentent bien que Stan sait des choses, mais il prétend qu'il n'a le droit de rien dire. Alors le ton monte, c'en est trop pour les parents de Jacob. Ils n'en peuvent plus de faire leur possible pour retrouver leur fils et d'avoir affaire qu'à des gens qui leur mentent ou profitent d'eux. Ils veulent savoir ce qui se trame dans cette forêt. Alors Stan va passer à table. Il leur dit que les grands parcs nationaux américains n'ont jamais été entretenus et gardés pour préserver la beauté naturelle du pays, mais ils sont conçus pour protéger les gens de ceux qui pourraient les tuer ou les manger. Preuve à l'appui, avec des documents jusque-là secrets qu'il se permet de leur montrer. Il va leur expliquer qu'il existe une sous-population d'humains dans ces grands espaces, qui vivent là depuis des centaines et des centaines de générations. Les Indiens appelaient les premiers les hommes sauvages. Et on pense que ceux qui subsistent encore maintenant sont les descendants de brigands venus se cacher dans les bois, de dealers, de soldats perdus, de braconniers,
Il serait devenu pour survivre un peuple de cannibales, dégénérés par toutes les mutations congénitales qu'on peut imaginer. Les légendes des Bigfoot, Wendigo et autres ont bien arrangé les gouvernements pour faire croire aux gens que les disparitions dans les grands parcs nationaux étaient dues à ce genre de créatures. Stan prétend que le gouvernement a décidé de protéger ces êtres parce qu'il ne pouvait pas tous les éradiquer et qu'il ne pouvait pas non plus fermer les parcs nationaux qui rapportent des millions chaque année. Jay et Addie comprennent aussi avec horreur que tout ce déploiement de militaires qui étaient venus soi-disant faire des recherches pour Jacob n'était pas là pour lui. Les militaires qui étaient là ce soir-là venaient pour tuer un maximum de ces hommes sauvages. Le couple est atterré. Pour la première fois, ils commencent à concevoir leur fils est sûrement décédé. Si ce sont ces créatures qui l'ont enlevé, ils ne peuvent même pas imaginer. Mais Stan n'est pas tranquille. Ces créatures, il les connaît, il les a déjà vues. Et il ne cesse entre deux de surveiller par la fenêtre qu'elle n'ait pas suivi Jay et Addie jusqu'ici. Alors il se dit que plus vite il appelle les secours, plus vite ils sortent de cet endroit, et mieux ce sera pour tous les trois. Il se rend donc dans son bureau pour appeler une ambulance. Mais ses soupçons étaient malheureusement fondés. Derrière lui un bruit. Il regarde, il ne voit rien. Ses yeux se lèvent vers le plafond où un être immonde a réussi à écarter ses membres telle une araignée pour tenir entre les murs. Il lui saute dessus. Sauvagement attaqué, il crie, il se défend. Jay et Addie n'ont pas le temps de réaliser ce qui se passe, que déjà d'autres hommes sauvages traversent les fenêtres dans de grands fracas et les attaquent également. Alors qu'il recule vers le bureau, Stan en sort. Le pauvre a réussi à échapper à la première créature. Malheureusement, son arrivée déclenche l'attention des autres qui se jettent sur lui et le dévorent. Jay et Addie n'attendent pas le reste, ils se sauvent à travers la forêt aussi vite qu'ils le peuvent. Ils entendent derrière eux les cris et les grognements de ces affreux hommes sauvages qui les poursuivent. La course semble aussi folle qu'interminable, mais bientôt Jay tombe à terre. En l'aidant à se relever, Addie s'aperçoit qu'ils sont dans une petite clairière, à découvert. Mais il faut continuer. Ils n'arriveront malheureusement qu'à faire quelques pas. Et bientôt, ils se retrouveront encerclés de la tribu d'hommes sauvages. Clopin-colopant pour certains, se déhanchant pour d'autres, ces créatures, car c'est ce qu'elles sont devenues, se rapprochent en grognant du couple terrorisé. Sentant leur fin arriver, Jay et Addie ne peuvent rien faire d'autre que de regarder autour d'eux chacun de leurs assaillants. Quand tout d'un coup, ils aperçoivent au fond de la prairie une espèce de trône fait d'ossements humains. Et sur ce trône se tient un jeune adolescent. Le regard hagard, le jeune regarde les étoiles. Sa bouche entrouverte laisse apparaître une dentition irrégulière, ornant ses cheveux longs, une espèce de couronne. Jay et Addie restent sans voix. Ils scrutent le jeune un instant et, autour de son cou, la boussole. Les larmes leur montent, ils n'osent y croire, ils sont sidérés. Et Jay finit par l'appeler. Jacob. Alors, penchant tout doucement la tête sur le côté, lorsqu'il entend son prénom, le jeune se met à faire Bou. Jay et Addie sont entre le rire et les larmes. Ils répètent le nom de leur enfant encore et encore. Quand un vieil homme sauvage sort du cercle et traînant sa jambe difforme, il s'en va vers son roi. Dans un langage inconnu, il dit à l'enfant « Qui sont ces gens ?» Les yeux toujours perdus, Jacob balaye son peuple du regard, puis il regarde de nouveau les étoiles et il répond dans ce même langage. Le dîner. Et en bon temps qu'il faut pour le dire, le cercle des hommes sauvages fond sur Jay et Addie et les dévore dans une extrême violence, sous le regard de leur fils, devenu on ne sait comment, le roi des hommes sauvages. Quoi ? J'espère que cette histoire vous a plu autant qu'à moi. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à tourner toutes ces vidéos. Et si le concept vous a plu et qu'on est encore là l'année prochaine, moi je pense sincèrement avoir très envie de le recommencer en fait. Pour les prochaines vidéos, nous reviendrons à un format un petit peu plus traditionnel où je présenterai un bébé en particulier, celle qui est en cours à attrait au cinéma, et vous verrez qu'elle fitera parfaitement dans ma petite nurserie spéciale. Alors je vous remercie vraiment d'avoir suivi toute cette série. Et n'oubliez pas, la création c'est la vie, alors faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!